Bonjour à tous, si vous arrivez ici par hasard, je suis Karine Carville, auteure hybride mais pas mutante pour autant. Ici je partage mon expérience de l'écriture de façon professionnelle mais sans me prendre au sérieux. Astuces d'écriture, humour d'écrivain, attention parfois ça pique un peu. Bonne humeur et défi déjanté, si cette chaîne est encore petite on s'y amuse bien. Pour les habitués, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, bisous bye. Ouais je sais, au début ça surprend un peu. Oui, il y a des deals. Oui, Jenny. Alors, ce soir, qui allons-nous accueillir ce soir? Et on accueille déjà ce soir notre chère armoire. Voilà, ça c'est fait. Et nous avons aussi Darkou qui est là. Ça fait 2 chroniqueurs et nous en avons 2 autres qui ne pouvaient pas être là en physique, voilà, en présentiel là ce soir avec nous. Et donc du coup qui nous ont laissé des petites vidéos. Alors ce soir, pour les chroniques, nous accueillons l'armoire de grand-mamie qui va nous faire une petite review avec un petit truc un peu spécial qu'elle nous a encore jamais fait. Voilà. Non, c'était pas un striptease, calmez-vous les garçons. Impossible. Et ensuite, nous accueillerons notre cher plus soyant Dark Pif pour une petite chronique SF, si je me souviens bien. La mémoire, ça ne va pas avec l'âge. Hein. La mémoire, ça va pas avec l'argent, je sais plus de quoi tu vas nous parler. Mais si, t'as dit que tu avais une grosse chronique à faire. Oui. On est d'accord. C'est pas cette semaine la grosse chronique. Ah, c'est pas cette semaine. C'est pas grave. De toute façon, t'es là et tu vas nous raconter un truc chouette. C'est le principe. C'est pas comme si elle suivait le programme. De toute façon. C'est-à-dire que je passe sur le tableau, je regarde qui est chroniqueur noté, hein. Et je me dis, ça va rouler. Mais bon, tout va très très bien. Ma chère armoire, c'est à toi. Je te laisse 5 bonnes minutes pour nous parler bouquins et nous donner envie d'acheter des bouquins. Le livre du mois, c'était The Luminaries par Suzanne Dinard. Donc c'est l'histoire d'une forêt. Dans cette forêt, il y a des cauchemars. Ces cauchemars, ce sont des monstres que sont les rêves de l'esprit de la forêt. Dans cette forêt, il y a 7 clans qui représentent donc 7 jours de la semaine, puisque chaque famille doit protéger la forêt le soir qui correspond à son nom de famille, lundi, mardi, mercredi, etc. Dans cette ambiance, une jeune femme qui s'appelle Winnie, une jeune fille qui a 16 ans, a été bannie avec sa famille, puisque son père a été découvert comme espion pour une engeance de sorcière qui est un peu l'ennemi de cette forêt. Et donc sa famille a été bannie pour 10 ans. Mais son souhait profond, c'est d'être chasseuse de cauchemars, justement. Et la seule façon qu'elle puisse arriver à cette fin, c'est le mois qui suit son 16e anniversaire, la semaine qui suit son 16e anniversaire, c'est de passer les 3 épreuves qui vont lui permettre d'accéder à ce titre-là. Pour ça, elle va se jouer de fortune, bonheur, malchance et se faire former par un jeune homme qui est son ex-meilleur ami et qui, en fait, quand ils ont été bannis, son frère, sa mère et elle-même, les gens du village et les gens de la forêt ont fait comme si elle n'existait pas. Quand elle disait bonjour, on ne leur répondait pas. Il n'y avait pas de regard vraiment vers eux. Et les seuls mots qui leur étaient donnés étaient pour les harceler, pour les injurier. Et puis, tout le monde leur a tourné le dos. Et donc là, on est 4 ans plus tard, où Winnie va réussir sa première épreuve. Et tout d'un coup, tout le monde va lui reparler, tout va lui sourire. Y compris son ex-meilleur ami, qui l'a délaissé pendant 4 ans, le côté un peu bad boy du cru, et qui va tenter de la former pour essayer qu'elle ne meure pas dans ses épreuves. Donc dans cette forêt, dans ces cauchemars, se cachent d'autres choses, des manigances, de famille, de caste. On en apprend peu sur le bannissement de son père et de sa famille. On en apprend peu sur le pourquoi du comment. Et donc, c'est une saga qui est en 3 tomes. Je suppose que le tome 2, qui est un séquel, et le tome 3, donc la clôture de l'ensemble, doivent apporter plus de réponses. Le pitch était prometteur. C'est pas très bien réalisé. C'était pas fou, comme dirait l'autre. L'écriture est assez pauvre. Le rythme est très lent. À 80%, tu sais toujours pas trop où tu vas. Les indices sont gros comme des maisons. C'est mal articulé. Alors que on aurait pu avoir quelque chose de très prometteur. J'ai mis 2 étoiles et demie sur 5. Donc ça passe la moyenne parce que j'ai trouvé le côté imaginatif intéressant. Le côté, c'est l'esprit de la forêt qui rêve de cauchemars qui sont personnifiés par des monstres qu'il faut chasser
pour protéger la population et le monde. J'ai apprécié cette construction-là. Dans la narration, tu as Winnie, qui est le personnage principal, qui se rappelle beaucoup du Compendium, qui est le livre qui liste l'ensemble des monstres et de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Mais au-delà de ça, bah voilà, c'est pas fifou. Petite question, est-ce que du coup c'est plutôt une lecture, tu dirais adulte ou young adulte? Non, c'est très young adulte, Ok. je le dirais même en 12-14, quoi. Ah oui, d'accord, presque jeunesse en fait. 12-14, encore que, attention, il y a du trigger warning dans le sens où c'est de la chasse aux monstres. Donc tu as des descriptions de morsures, de d'éviscération, de chasse en fait. En revanche, il n'y a pas de trigger de sexe par exemple, pas du tout. Mais il y a du trigger un peu gore, je dirais. D'accord. Ton pitch m'a un peu déçu et un peu refroidi parce que je l'ai pris Bah en main ouais, ce bouquin-là pas plus tard que la semaine dernière. il est beau en plus, hein. Il est très beau. Et Mm. c'est vrai que je l'ai pris en main en me disant ah ils en parlent pas mal, qu'est-ce que je fais, oui non oui non, et puis je l'ai reposé parce que c'était pas le moment de toute façon que je Ouais. m'achète des bouquins, mais alors là du coup bon je me dis bah du coup non, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait, je pense, vraiment quelque chose d'intéressant à faire, notamment sur la partie des monstres et de comment ça s'inscrit dans le folklore, mais ça va pas assez loin de mon point de vue. Est-ce que tu as autre chose à nous proposer? Désolée. Ah oui, Je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. mais on va l'ouvrir ensemble, c'est tu me redonnes le C'est titre? une réception du jour. Il s'agit, messieurs, dames, d'une campagne Ulule. Si je vous dis de la campagne Ulule piraterie, est-ce que ça parle à quelqu'un? Le chant des voiles? Ouais, peut-être. Je lance le sondage les amis, vous avez 2 minutes pour voter pour la prochaine lecture de l'armoire. Oh, ouais. Oh là là, oh là là. Qu'il est beau! Voilà, messieurs, dames, Mm, reçu aujourd'hui. il est très beau. Et donc, dans cette campagne, j'ai eu plein de petits goodies, des pins et une enveloppe entière de papeterie. Donc, on a de super marque-pages brillants, Oh, avec les personnages, trop bien. plutôt très cool. Le marque-page basique du livre. Moi, j'avais commandé avec Lex Libris parce que je voulais cette carte qui est très belle avec le personnage principal. Ah oui, effectivement. Nous avons des magnettes, deux petits magnettes, des trucs Des autocollants là, stickers, ouais. et une série de prints. Très sympa. Les prints, la même carte que je vous ai montrée dans la couverture qui est imprimée. Ok. Et il y a le poster de la couverture. Voilà. Oh, sympa aussi le poster de la couverture. Voilà tout ce que j'ai à vous montrer. On cède la place à Silver et après on va prendre Dark Pif. Tu te souviens de ce livre où, dans l'océan des mots, entre les vagues d'émotions, se déploie un univers avec passion? Une invitation au voyage de l'âme où chaque pierre résonne, où chaque émotion s'enflamme? Dans ce recueil sont tissées des histoires de peine et d'espoir comme autant de rivières qui coulent dans le noir, évoquant la douleur, les cicatrices, les tourments, mais aussi une force, une résilience et une volonté en tout moment. C'est une symphonie de douceur et de douleur, un mélange de saveur et un hymne à la profondeur. Les mots caressent comme une brise légère, réconfortant les âmes blessées, guérissant des plaies amères. Célébrant la féminité avec une tendresse infinie, louant la force des femmes, leur courage, leur génie, offrant des mots comme des caresses, des étreintes, rappelant que dans chaque larme scelle un désir sans empreinte. C'est un baume pour les cœurs meurtris, une lumière dans l'obscurité, une voix dans le silence assombri, guidant sur le chemin de la renaissance, où chaque mot est une page, une invitation à la résilience, à la transcendance. Alors plongez dans ces vers et laissez-vous emporter par la magie, car chaque mot est une mélodie, une ode à la vie, à l'amour, à la vérité, dans ce recueil qui nous offre l'éternité. Tu te souviens de ce livre de Ropicor, Lait et miel? Ah mais c'est une voix à faire de la SMR, mais tellement. Mais j'avoue. On est là-dessus. Très très sympa et original comme chronique, Silver, pour nous parler effectivement de poésie, voilà, de ce recueil. Vous savez quoi lire si vous avez envie de lire quelque chose de beau, de doux et porté peut-être par la voix de Silver, ce serait encore mieux. Mais bon, voilà, on en parlera, Silver, on en parlera. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Mon Darkou.
Est-ce que Oui, la plus soyance est avec nous? Est-ce que tu es prêt à nous parler science-fiction? Oh! la plusvoyance! Oh my god! Ouais, faites du bruit pour la plusvoyance! On ne l'arrêtera pas, hein. On en a pour tout 2024 avec ça. Hein. Et encore 2025, 2026 représente. La chronique de la plus soyance. Mon Dieu! Oh, qu'est-ce que vous attendiez, hein? Vous vouliez le Darkou, vous avez la plusvoyance avec? Ah, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Bien. Eh ben écoute, je te laisse présenter donc Outre Sable et Outre Dune. Exactement, Outre Sable et Outre Dune. On est sur de la SF post-apocalyptique d'un auteur dont je vous ai déjà cité les mérites, qui est l'auteur de Silo, qui nous a sorti une duologie, à savoir qu'il a fait une Karine Carville. Hein. Il a sorti le premier tome en 2014 et le deuxième en 2023. Un homme bien. Donc il a attendu plus de 9 ans. Ses fans l'ont enchaîné pour qu'il écrive son deuxième roman. Donc on est sur une histoire qui est vraiment post-apocalyptique sur Terre, mais bourrée de science-fiction. Si vous remarquez bien, j'ai énormément chaud. Ma vidéo est chaude. Tout le fond est brûlant. Tout ça se passe dans le désert. On va se retrouver en fait dans 2 romans chorales, autant le premier que le deuxième, où on va suivre de nombreux personnages qui se retrouvent coincés dans des étendues de sable où se positionnent 2 villes qui s'appellent Lopub et Springton, qui sont un peu les 2 seules villes qui restent, et il y a tout un folklore autour de là. Et en fait, le thème le plus important, c'est que dans ces livres, il y a une chose un peu incroyable qui se passe. Les gens sont capables de nager sous le sable. Donc on se retrouve à accompagner des plongeurs des sables, à aller rechercher des artefacts qui sont cachés 200, 300, 400, 600 mètres en dessous de la surface, que ce soit du matériel de récupération, des vieux objets, des vieilles valises. Et en fait, on va suivre principalement l'histoire d'une famille, d'une fratrie, 3 frères et une sœur, d'âges différents, qui ont quand même, je dirais, en tout dans la fratrie, je pense une quinzaine d'années entre la plus âgée et le plus jeune, et dont le père a disparu il y a maintenant bien plus d'une dizaine d'années, en les laissant seuls avec leur mère. Et en fait, on va suivre toute cette petite équipe-là, chaque fois dans un chapitre avec un acteur différent. Et ça va nous mener à des péripéties incroyables, à des événements de guérilla, des gangs, et tout ça toujours sur un fond très sablonneux. Et franchement, les 2 bouquins sont excellentissimes. On n'attend plus que de lire le chapitre suivant pour savoir ce qui se passe. Et en fait, chaque personne vient nous manquer au fur et à mesure de la lecture. Donc c'est très bien amené. On est à certains moments sur 5 ou 6 personnages. Et ça se suit excellemment bien. À certains moments, on va recroiser certaines personnes. 2 personnes vont se mettre ensemble et ainsi de suite. Mais franchement, une lecture très très bonne et une plume excellente. On est donc sur le tome 1 que j'ai moi chez Actes Sud et le tome 2 également chez Actes Sud. Le tome 1 devient un peu plus dur à retrouver parce que ça fait quand même gentiment 10 ans qu'il est sorti. On est sur une petite lecture en SF de 400 pages. Et sur le second, on est sur quasiment 500 pages. Donc je vous promets que c'est des heures de lecture et vous allez bouffer du sable jusqu'à plus en pouvoir. La dune du Pilat, ça va vous paraître un monticule de rien. Va falloir des lunettes de soleil et par contre pas de verre de sable ce coup-ci. Ça sera pour ma prochaine chronique. Yes. Mais en tout cas, si vous aimez la SF, le post-apo, allez-y. Au niveau des trigger warnings, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un petit peu de violence. Du fait des histoires de gang, mais c'est plus suggéré qu'autre chose. Il y a une scène en particulier où
où ça peut être un peu plus terrible, mais c'est en début du premier livre et ça passe assez bien. Ok. Bon, bah c'est Je super dirais cool. du 12+. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, ça donne envie. Enfin, encore des bons livres à... Ouais, Outre Sable, Outre Dune. C'est encore des bons bouquins à lire. De chez Actes Des Sud, bonnes tu disais. pavasses Ouais, des de bonnes chez Actes Sud et de pavasses, ouais. Hugo Way. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation très plus soyante. Mhm. Et du coup, je vous reviens le mois prochain. Je vais Oui, teaser un petit peu. On va vas-y. être dans le sable, beaucoup de sable. Pour vous, je me tape Dune, les 3 premiers livres, et je vais vous faire une chronique où on va partager sur Dune, ainsi que sur le film de 78, ainsi que les 2 films sortis récemment. Donc, on va comparer un petit peu ce qui se passe dans le bouquin et dans les livres pour voir lequel est le plus fidèle et lequel est le mieux. Alors moi, du coup, j'ai un petit avis, mais j'ai pas lu les livres, mais je pense quand même avoir un petit avis sur le plus fidèle de ce que j'ai vu que j'ai. Ah, Bah, c'est-à-dire que le premier Dune, je l'ai vu un paquet de fois quand même parce que c'est un peu ma génération et on dira ce qu'on veut sur le premier Dune, mais moi, franchement, je kiffais. Mais par contre, bon, avec les 2 derniers films, j'avoue que là, c'est encore un niveau au-dessus et je surkiffe les 2 derniers. Mais bon, on en parlera la prochaine fois que tu vas venir, ça va être trop trop bien. exactement. Merci beaucoup pour ta chronique, mon Darkou, c'était trop Bye trop bien. bye, la plus soyance. Bon, on a failli ne pas avoir la vidéo d'Ikari, de ma faute, voilà. Parce que Ikari me l'a envoyé par WeTransfer, il y a 7 jours. Et donc ce soir, quand j'ai voulu la télécharger, la vidéo, le transfert avait expiré. Magnifique. On écoute la chronique d'Ikari. Je vous rappelle que Ikari est là pour nous présenter les sorties du mois d'avril. Alors là, pour le coup même, t'as pas fini de mettre des livres dans ta palle, peut-être. Allez, c'est parti. Il y a plusieurs livres qui m'intéressent ce mois-ci, ce qui n'était pas gagné au départ en voyant les sorties annoncées en avril. Et on va y passer tout de suite. Contrairement à d'habitude, je ne vous annonce pas le nombre de sorties prévues pour ce mois-ci, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, tout n'est pas encore annoncé. Donc checkez bien Booknode et les autres sites que vous suivez pour les sorties de la fin d'avril. Il y a a priori des pépites qui sont attendues. Allez, on attaque. Le premier livre dont je vais vous parler ce soir, c'est L'héritière de Malundis, écrit par Mathilde Treyson, qui sort le 1er avril. On est dans de la fantasy et a priori avec une pointe de romance. C'est une réécriture et une réédition de Piégé qui était parue en novembre 2019 pour ceux qui connaissent. On va suivre Nayla, l'héritière légitime du royaume de Malundis, jusqu'au jour où elle est chassée de son trône par des voisins qui attaquent la capitale. Elle est contrainte de fuir pour protéger sa vie et va tout faire pour récupérer son royaume, famille sur le trône. On passe ensuite avec Isha qui sort le 3 avril, écrit par Jessie Moon. On est ici dans de la romance et de la légende amérindienne. On va suivre Tala, qui a toujours vécu à l'écart de ses coutumes et de ses racines jusqu'au jour où elle va devoir aller vivre avec ses grands-mères dans la réserve de Riverfall. La rencontre avec 2 étranges garçons promet des romances assez trépidantes et j'ai hâte de le voir en magasin pour pouvoir le feuilleter et découvrir un petit peu plus ce qu'il s'y passe. On passe ensuite avec Aela, tome 1, La marque des anges, qui sort également le 3 avril et écrit par Manon Rulia. On suit Aela qui est obligée d'aller vivre chez sa tante après le décès de sa mère et lorsqu'elle reprend le lycée, elle va découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, mais surtout le cas du mystérieux Gabriel qui promet des romances un petit peu enemies to lovers, des anges, des démons. À mon avis, on va avoir une belle romantaisie, même si j'aime pas ce mot, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. On est pour l'instant sur 2 livres annoncés. Ensuite, toujours le 3 avril, The Elemental Races, tome 1, Sanctuaire de l'ombre de Aurora Asher. On va suivre Harrow, qui doit trouver un endroit où se cacher, parce qu'il ne faut pas qu'il dévoile ses pouvoirs. Et quel meilleur endroit qu'un cirque pour faire ça, se faisant passer pour une créature loufoque, jusqu'au jour où quelqu'un va découvrir peut-être sa véritable identité. En tout cas, j'ai hâte de voir. On est dans de la romance et de la fantasy encore. Qualifié young adulte, donc plutôt fin de l'adolescence, début études supérieures. Mais ensuite, on passe avec un illustré qui sort le 4 avril, La Cité oubliée, écrit par Hermine Lefebvre et illustré par Hypatie Osang. On est ici dans de l'aventure, du mystère et je pense aussi un petit peu de fantastique puisque on part sur les traces du père de Loro qui a perdu son père dans de mystérieuses circonstances a priori et qui part à la recherche d'une cité antique engloutie
Ça sonne très attentif de mon côté et j'ai très hâte qu'ils sortent pour aller checker déjà les illustrations qui ont l'air pépites et magnifiques. Mais surtout, je suis une fan de l'Atlantide, donc pouvoir en apprendre plus sur cette cité, ça m'intéresse. On repasse sur un roman écrit par Elizabeth Hunter, De sang et d'encre, tome 1, Le feu secret, qui sort également le 4 avril. On va suivre les aventures de Béatrice, étudiante et apprentie bibliothécaire, qui est traumatisée par le meurtre de son père, survenu il y a 10 ans plus tôt. Elle va travailler avec l'étrange Giovanni Vecchio, qui va se révéler être un vampire, qui contrôle le feu. Alors je sais pas vous, mais moi les vampires et le feu déjà ça me hype, parce que pour moi c'est pas un bon mélange. Mais du coup, on part sur du fantastique, puisqu'a priori le personnage ne croit pas au départ à l'existence de la magie, et la couverture me hype assez, donc j'ai hâte de le voir en magasin et pouvoir aller voir ce qu'il donne en vrai. Nouveau roman, Dieu de chair et de mensonge, tome 1, Désir immortel par Chloé Gong, qui sort également le 4 avril. On est ici sur une réécriture a priori d'Antoine et de Cléopâtre de leur relation. Et il y a des jeux qui se passent, et cette année, il va y avoir a priori des choses pas très cool qui s'y passent. La princesse Kiala qui doit se sauvé du palais après avoir assassiné ses parents. Antoine Macusa, qui est un membre en exil de la famille royale. Ça promet une belle romance et une jolie réécriture dans un monde assez futuriste de ce que j'ai réussi à en lire. Et puis la couverture, elle est belle, donc rien que pour ça, je vais aller le voir en magasin pour pouvoir le tenir en main et voir ce qu'il en est réellement. On part ensuite avec un tome de Shadowfell, La Cour de la Nuit, qui est écrit par C.N. Crawford. Pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui a écrit Frost et Ambrosia, que j'avais beaucoup aimé. Du coup, je suis très curieuse de lire ce tome 2 et le tome 1 en rapport, où on suit l'histoire d'Ariana, une jeune femme qui se retrouve à devoir rentrer dans une prestigieuse académie Fey. Et a priori, c'est pas pour rien. Je vais pas vous en dire de trop parce que j'ai peur de spoiler à la fois tome 1 et tome 2, mais franchement, les couvertures sont très chouettes et j'avais beaucoup aimé l'écriture de C.N. Crawford, du coup j'ai hâte de voir ce qu'il en est réellement. Ensuite, on arrive sur la sortie que j'attends impatiemment de ce mois d'avril. Il sort le 17 avril, c'est le tome 4 de La Passeuse de mots, Les larmes de Saul. Même si j'attends les éditions reliées pour les acheter et les lire, franchement, j'ai très hâte de voir ce qu'il en est. Je les suis sur les réseaux, je vois l'avancée et j'espère qu'il sortira dans les temps. Cette fois-ci, on va retrouver Arya et ses amis dans un nouvel univers. Je vais pas trop en parler, j'ai peur de spoiler, mais on est dans de la fantasy. Si vous aimez les livres qui ont l'amour des mots, qui ont l'amour de la poésie, franchement foncez, cette série est magnifique et juste waouh. Elle est écrite par Alric et Jennifer Twice, donc foncez si vous ne les avez pas lus ou si vous ne les connaissez pas. Il sort le 17 avril. Ensuite, on passe avec La Reine des Détestés, tome 1, Enfer ou Paradis de Ena Eldelin, qui sort le 24 avril. On va être dans un monde futuriste assez dystopique en l'an 3548, où le personnage de Anna doit prendre la décision difficile de quitter la zone libre et sauvage où elle vit pour rentrer dans la ville et se protéger a priori. Sauf qu'elle sait qu'elle va devenir esclave et elle va rencontrer le prince Yesh bin Sahel al-Tala, un sanguinaire chef de guerre. Et d'après les tags du livre, on va être sur de la romance. Par contre, attention, dark romance, donc lecteur averti, je vous le dis. Mais je suis très curieuse et très intriguée par ce livre, donc rendez-vous le 24 avril pour en savoir plus. On parle de l'avant-dernier roman que j'attends ce mois-ci, qui sort également le 24 avril, Sorcière perdue d'Aradia, tome 1, Cœur de sorcière de Maggie Sunseri. On va suivre ici Ayn, qui le jour de son 22e anniversaire n'a qu'une envie, aller passer une bonne soirée à New York pour fêter ça avec ses potes humains. Sauf que manque de bol, sa coloc se fait attaquer et pour la protéger, elle est obligée de rompre le sceau magique qui protège ses pouvoirs. En faisant ça, elle se met en danger, elle met également tous ceux qui la connaissent en danger. Et comme la jeune fille n'accepte pas vraiment sa magie ni ses pouvoirs, et qu'elle attire, disons, l'attention de forces obscures et d'un individu pas très recommandable, je vous laisse imaginer les péripéties que ça entraîne. D'après les tags, on est sur de la romance et de la fantasy, donc ça a l'air assez intriguant, voire même du fantastique selon les points de vue. C'est une série de 7 tomes de prévus actuellement.
à voir ce qu'il en est. Et enfin, la dernière sortie que j'attends ce mois-ci, c'est le tome 33 de Black Butler de Yana Toboso qui sort le 26 avril. On y suit toujours le Sébastien, le démoniaque majordome de Ciel, et j'ai hâte de savoir ce qu'il en est pour cette série dans laquelle j'ai beaucoup de retard, mais je vais le rattraper, c'est promis. Et voilà pour la chronique de ce mois-ci, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez rempli à nouveau votre liste d'envie ou votre palle selon. Et je vous retrouve le mois prochain. Bye! J'ai terminé Honey Blood, le 4e tome, hein, donc après c'est fini. C'est l'histoire d'une jeune chamane, enfin d'une fille de chamane très exactement, qui au lycée est harcelée. Ça se passe très très mal, hein. Pour le coup, c'est extrêmement violent, le premier tome. Elle se fait frapper, elle se fait injurier, enfin c'est vraiment très très compliqué pour elle. Un jour, elle croise la route d'un vampire, je vous raconte pas tout ça, enfin bon bref. Et par inadvertance, elle le lie à elle. Et il devient son esclave. Donc il l'appelle maîtresse. Et petit à petit, au fil des tomes, en fait, on comprend qu'il ne peut plus boire que son sang à elle. Et qu'en buvant son sang à elle, petit à petit, il va redevenir humain. Mais en fait, c'est ce qu'il voulait. C'est une très belle réflexion sur nos traumatismes, sur comment les gérer, c'est-à-dire ne pas rester dans le passé avec eux. Et cela, que l'on soit finalement immortel comme les vampires ou mortel comme les humains. Il y a des traumatismes qui empêchent d'avancer. Et j'ai trouvé ça pas mal foutu. Franchement, j'ai lu les 4 tomes avec beaucoup de plaisir. Les personnages sont plutôt sympas. Le vampire est moche à souhait, ce qui change un peu. Non, parce que franchement, mais regardez sa gueule, hein, franchement. Bon, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait... Ok, moi il me fait pas rêver, mais bon, chacun son truc. Mais c'est une très belle histoire de progression, de reconstruction, et de qu'est-ce qu'on fait quand on a eu des traumatismes et qu'on veut continuer à avancer. J'ai fini Idealis aussi, alors je vous montrerai pas les livres parce que je l'ai lu en audio. Idealis, ce sont 2 tomes de Christopher Paolini, donc le papa d'Eragon, qui pour le coup, c'est de la pure SF. Je sais pas si tu les as lus d'un coup, mais franchement, si tu n'as pas lu Idealis, fonce, je pense que tu vas vraiment te régaler. Et je me suis régalée sur le tome 2 autant que sur le tome 1. C'est une très très belle histoire, les personnages sont incroyables, on s'y attache. C'est la Fractalverse, ouais, mais bon, on n'a pas de tome 3, quoi. Parce que la fin pourrait amener à un tome 3 et on n'a pas de tome 3. Mais bon, grosso modo, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est exobiologiste, donc elle travaille sur une planète, etc. Et par mégarde, elle va se lier à un xéno qui va couvrir entièrement son corps. Il y a un côté très scientifique, hein, mais là on est vraiment sur de la SF, donc ça c'est typiquement de la SF. Et en fait c'est les 2 tomes, donc il y a entre 1500 et 2000 pages. Hein. Les 2 tomes vont raconter l'apprivoisement de ce xéno, vont raconter son histoire. Elle va découvrir en fait que ce n'est pas qu'une arme, très loin de là. Ils vont vraiment se lier et ils vont quelque part sauver l'univers et l'humanité. C'est extrêmement génialement bien écrit. Au pire, écoutez-le en audio. La voix de, je crois qu'elle s'appelle Noémie Bianco, elle passe excessivement bien, je trouve, sur ce livre-là. Donc, pourquoi pas l'écouter en audio. Et puis sinon, qu'est-ce que je suis en train de lire en roman? J'ai attaqué le tome 1 de Blackwater, La Crue. C'est assez angoissant. On attaque que la crue est déjà là, c'est absolument dégueulasse, immonde, machin, enfin bon, bref. Les premières scènes sont assez angoissantes. Et puis, il y a cette femme qui est là, qui apparaît. Moi, j'ai une hypothèse immédiate. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais du coup, je vais vous la dire, comme ça, elle sera posée là. Moi, j'ai l'impression que cette nana-là qui récupère et qui s'appelle, je sais plus comment, Elinor, voilà, Elinor, les conditions dans lesquelles il la récupère, moi, j'ai l'impression que c'est une sorte d'esprit de la crue qui s'est incarné. Pour faire quoi? Je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas humaine, en fait, voilà. Alors, moi, j'étais venue pour vous parler d'une trilogie qui s'appelle John Chano, Ouais. de David Gemmell. Du coup, j'avais pris le bouquin, mais je peux pas vous le montrer. Alors, je vais essayer, moi, d'aller sur Amazon pendant que tu parles. Vas-y. D'accord. Donc, en fait, moi, j'ai l'édition intégrale. Il y a toute la trilogie dedans. Et donc, il faut savoir que ça a été écrit à intervalles. Donc, le premier, on voit le style de l'auteur qui change entre chaque tome. C'est une histoire de post-apo avec un personnage qui, au départ, peut sembler cliché, un peu, on dirait entre guillemets, le cow-boy solitaire, parce que le monde est revenu à une sorte de 19e siècle Far West. Mais en même temps avec des éléments du post-apo, donc
Il y a des peuplades cannibales, il y a des fanatiques, et il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui voudraient vivre tranquillement. Et on retrouve donc des éléments qui composent le Far West américain, par exemple, des gens qui se déplacent pour trouver des terres arables, et ça part de là à la base. Par hasard, il rencontre une femme qui, elle, devait partir avec son mari et lui demande de venir avec lui, enfin avec elle. Il part avec elle et toute une colonie de gens qui cherchent des terres arables. Sauf que pour ça, il faut traverser des terres qui sont peuplées de créatures pas très sympathiques. Je dis créatures parce que c'est des humains qui mangent d'autres humains. Donc Oh, d'accord. ils sont un petit peu revenus à l'état sauvage, on va dire. Et en même temps, ils se retrouvent face à une bande de fanatiques qui vénèrent le diable. Et là, ça part un petit peu en mode étrange. Ils rencontrent quelqu'un. Ça fait 200 ans que le monde a changé. On est passé de notre monde, ce changement, parce qu'en fait, l'axe de la Terre a tourné. Du coup, ça a entraîné des marées et autres. Et il s'avère qu'il y a des gens qui ont 200 ans qui vivent encore, certains qui ont des pouvoirs, on va dire des pouvoirs de l'esprit, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. Au milieu de tout ça, il y a juste lui qui veut retrouver cette femme pour la sauver, même si en fait elle le croit mort et que elle s'est remariée avec un autre homme et qu'elle est enceinte d'un autre homme. Tu disais c'est une trilogie en fait, c'est ça? Oui. D'accord, parce que je suis en train de regarder, mais alors Amazon, les liens ont été très mal faits. Donc du coup, on voit pas la trilogie apparaître, ce qui est quand même dommage quoi. Là, je résume le premier tome, on va dire. Ouais. Donc, c'est toujours sur ce personnage-là. ok. Donc un bon post-apo, ça peut être clairement sympathique. Il y a une Taris, à mon avis, qui est en train de sautiller sur son siège en disant wouhou, vive le post-apo. Mais bon, est-ce que tu as lu les 3 tomes toi déjà? Oui. D'accord. Ok. Oui, j'ai lu l'intégrale. Okay. Et on va dire, on va de surprise en surprise à chaque tome. Je veux pas spoiler, hein, parce que. Bah oui. Mais on va de surprise en surprise et des fois on se dit mais en fait il y a tout dans ce roman et ça s'intègre naturellement, ça fait pas trop. Parce que des fois on pourrait se dire trop en ajouter, ça fait idiot, mais non, ça fonctionne. D'accord. Et ben c'est bon à savoir. Moi, j'aime bien les gens qui mangent les autres, dit l'armoire. Ok, c'est noté. Merci. Merci beaucoup pour cette petite chronique. Merci beaucoup, Nascanade. Et puis, au plaisir de te revoir avec ou sans caméra, mais voilà, ou de t'entendre pour une prochaine chronique. Merci encore. Donc, je t'écoute. De quoi tu nous parles ce soir? Alors, ce soir, je vais encore vous parler d'un vieux bouquin. Oh ouais, vas-y. Et je me suis dit, ouais, ces bouquins-là, ça pourrait plaire à des gens. Bref, je vais vous parler de La prophétie maudite, qui est un livre qui est sorti en 2005. Ce livre a presque 20 ans. Eh bien, allons-y. Parce que plus c'est vieux, plus c'est bon. Hein. C'est de quoi tu parles. Voilà. Merci, Cassie. C'est pas grave. Moi aussi, tu me paieras un chocolat chaud demain pour te faire pardonner. Si tu veux. Allez, vas-y, on t'écoute. Du coup, La prophétie maudite, c'est l'histoire d'Elpham, qui est une demoiselle un peu particulière puisque c'est la fille de l'élu de la déesse Epona, et donc qui est une grande prêtresse et du grand chaman centaure de Partholon. Sauf qu'elle est née avec une grosse particularité, la demoiselle, c'est que elle a tout le bas de son corps, c'est un bas de cheval en fait. Okay. Elle n'arrêtait pas de son papa. Elle a clairement été marquée par la déesse Epona, ce qui lui a posé quelques petits soucis. Tout le monde la craint, sachant qu'elle est la fille aînée en plus de sa mère. Normalement, ça aurait dû faire d'elle la grande prêtresse, la prochaine grande prêtresse de Partholon. Sauf que cet héritage-là, elle le renie en fait. Clairement, elle veut pas devenir grande prêtresse. Ça appartient à sa mère et elle se sent pas de devenir grande prêtresse de Partholon. Donc, elle décide de prendre sa vie en main et d'aller rebâtir les ruines du château Macallan, de ses ancêtres, donc, qui a été attaqué par une race qui s'appelle les Fomors, c'est des genres de vampires ailés, contre qui, il y a une centaine d'années, il y a eu une grosse guerre. Ce château-là était tombé aux mains de l'ennemi, le chef de clan était mort, ça marche un peu à l'écossaise au niveau des clans. Elle va retourner dans ce château-là, elle va devoir trouver du monde pour
pour rebâtir ce château-là et tout, et elle se rend compte elle a quand même hérité certains pouvoirs du fait de sa qualité de fille d'élue d'Épona, de touchée par la déesse en fait. Le problème, c'est que les faux morts n'ont pas complètement disparu et qu'ils se sont reproduits avec des humaines. Et du coup, dans la forêt qui entoure le château de Macallan, il y en a un qui rôde et qui a l'air particulièrement intéressé par la jeune demoiselle. Tu nous as retrouvé une vieille romantaisie, encore une fois? Pas ce mot. Pas ce mot. Ça suffit. Mais oui, c'est une vieille, c'est de la fantaisie avec de la romance dedans, qui est donc sortie en 2005 et qui, comme le livre dont je vous ai parlé la dernière fois, donc Le Poison écarlate, est ressorti après, quand la collection Luna s'est arrêtée chez Harlequin. Donc le titre, c'est La prophétie maudite, où on va faire face à certains préjugés aussi, puisqu'il y a énormément de préjugés, notamment par rapport aux centaures, à un certain clan de centaures qui va se retrouver là. Il y a pas mal de clichés qui et du coup donc on a cette dualité chez le clan, du coup le faux mort qui rôde, on sent qu'il cache quelque chose, on sait pas forcément quoi. Reste, si vous voulez, vous le lirez. Ok. Tout simplement. Il est trouvable en Kindle sous cette forme-là. D'accord. C'est toujours bien de remettre parfois au goût du jour de vieux livres parce que ça nous montre que parfois les nouvelles histoires finalement n'ont pas forcément inventé l'eau chaude, hein, donc c'est quand même pas mal, effectivement.